Cette semaine, dans Carnet de santé, des millions de déplacés internes et de réfugiés font face à l'insécurité alimentaire au Soudan. On en parle. Certains réfugiés dans le nord du Nigeria s'expriment sur la situation sanitaire dans les camps. Et de nouveaux essais cliniques en Afrique du Sud pourraient changer la donne dans la lutte contre la tuberculose. De plus, qu'est-ce qu'un bruit rose et comment aide-t-il à mieux dormir? C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Le rapport 2024 sur les tendances mondiales, Global Trend Report de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, révèle que les déplacements forcés ont atteint des niveaux élevés historiques au cours des 2 dernières années. L'un des principaux facteurs de cette augmentation est le conflit dévastateur au Soudan. Depuis avril 2023, plus de 7,1 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et près de 2 millions à l'extérieur. Les observateurs indiquent que les camps de réfugiés sont surpeuplés et sous-financés, manquant de services essentiels tels que l'eau potable, l'assainissement et les soins de santé. Pour aggraver cette situation désastreuse, il y a une crise de malnutrition généralisée. Les détails avec Gininiwa. Environ 18 millions de personnes souffrent déjà de la faim, dont 3 600 000 enfants souffrant de malnutrition aiguë selon les Nations Unies. Le temps presse pour des millions de personnes, dont 3,6 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë et menacés de famine, qui sont déplacés de leurs terres, vivent sous les bombardements et coupés de l'aide humanitaire. Comme vous le savez, le Soudan est ravagé par la guerre et il abrite également le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur d'un pays dans le monde, soit près de 10 millions. 2 autres millions de personnes ont déjà fui vers les pays voisins. Les combats et les bains de sang qu'ils ont provoqués dans la capitale Khartoum en avril 2023, forçant des millions de personnes à fuir, ont créé la plus grave crise de déplacement au monde. Les attaques contre les civils, y compris les violences sexuelles, se multiplient et les hôpitaux et les écoles sont également attaqués. Dans le même temps, les travailleurs humanitaires sont confrontés à des obstructions systématiques, à des refus délibérés d'accès de la part des parties au conflit. Le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention du génocide a déclaré la semaine dernière qu'il existait un risque de génocide dans certaines parties du Darfour. Un rapport soutenu par l'ONU a indiqué en mars qu'une action immédiate était nécessaire pour prévenir une crise humanitaire. 19 organisations humanitaires mondiales, dont 12 agences de l'ONU, ont averti aujourd'hui que si elles continuaient d'être empêchées de fournir une aide au Soudan, rapidement et à grande échelle, une famine s'installera probablement dans de grandes parties du pays. Davantage de personnes fuiront vers les pays voisins. Les enfants succomberont à la maladie et à la malnutrition et les femmes et les filles seront confrontées à des souffrances et à des dangers encore plus grands. Cette situation extrêmement précaire fait suite à plus d'1 an de guerre entre l'armée et les forces paramilitaires de soutien rapide. Nous avons rencontré des réfugiés dans la région de Maïdougouri, dans le nord du Nigeria, et nous leur avons demandé de partager certains défis concernant leur bien-être et la prise en charge sur le plan médical. Voici leur témoignage. En tant qu'individu, quand je suis arrivé ici, j'étais très bien. Je n'avais aucun problème, mais après 3 ou 4 mois passés dans un camp de déplacés, j'ai été très traumatisé en pensant à mes biens qui avaient été pillés et détruits. Puis j'ai découvert que je souffrais de diabète, d'ulcères, de paludisme très chronique et de typhoïde, c'est tout. Quand j'étais dans notre village, je ne savais pas ce qu'on appelait une infection urinaire. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des problèmes d'infection urinaire. Dieu merci, la clinique et le gouvernement nous ont aidés. Nous avons pu bénéficier d'un traitement médical contre les infections urinaires, non seulement pour les hommes, mais aussi pour toutes les femmes. Nous sommes confrontés à ce problème. Il s'agit de l'infection des toilettes, du paludisme et de la fièvre.
C'est la saison des pluies. Je suis confrontée à la fièvre, à la toux et à différents maux de tête à cause du temps. Certains d'entre nous vont à la ferme pour cultiver. Ils vendent leurs produits et obtiennent de l'argent pour acheter des médicaments. Personnellement, avant, je ne savais pas ce qu'était le paludisme, mais quand je suis restée ici, dans le camp de déplacés, j'ai vu les moustiques. La chambre n'était pas comme ça, mais j'étais malade. Même la semaine dernière, je suis tombée malade. J'étais toujours hospitalisé à cause de mes maladies. Et vous savez, le diabète coûte très cher. J'ai une alimentation différente de celle recommandée par le médecin et je n'en ai pas. Je n'ai pas les moyens de me les procurer. Alors, tout ce qui me tombe sous la main, je le mange et le taux de sucre continue d'augmenter. Pour en savoir davantage sur l'insécurité alimentaire au Soudan, écoutons l'avis d'un expert. La guerre au Soudan dure depuis plus d'1 an et la situation est catastrophique dans ce troisième pays le plus peuplé d'Afrique. C'est un pays de la taille de l'Espagne en termes de population, près de 50 millions d'habitants. La moitié d'entre eux ont besoin d'une aide humanitaire. Un cinquième d'entre eux ont été contraints de quitter leur foyer et la majorité d'entre eux sont déplacés à l'intérieur du pays dans différentes régions. Près de 2 millions de personnes ont cherché refuge dans les pays voisins comme le Tchad, l'Égypte ou le Soudan du Sud. Les Soudanais manquent d'abri et de nourriture. Ils n'ont pas accès aux soins de santé. De nombreuses structures sanitaires ne fonctionnent plus, en particulier dans les zones de conflit. La situation est désespérée et nous constatons déjà un problème de malnutrition dans différentes régions du Soudan. Par exemple, dans le nord du pays, dans le camp où les équipes travaillent, nous avons effectué un dépistage de masse de plus de 40 000 enfants. Au total, plus de 60 000 enfants, femmes allaitantes et femmes enceintes, et le taux de malnutrition était très élevé et supérieur au seuil d'urgence. Nous avons par exemple découvert que 30% des enfants de moins de 5 ans dépistés souffraient de malnutrition sévère aiguë et que 8% d'entre eux étaient confrontés à la forme la plus grave de malnutrition. Les vaccins commencent à manquer. Dans de nombreuses régions du pays, nous sommes très inquiets car au cours de l'année écoulée, nous avons déjà assisté à différentes épidémies comme la rougeole, le choléra et cela risque de se reproduire si aucune mesure n'est prise. Les vaccins ne sont pas fournis aux enfants et aux groupes vulnérables. Nous demandons donc aux Nations Unies d'accepter un leadership adéquat au plus fort de cette crise, mais aussi aux autres organisations internationales d'intensifier leurs efforts pour fournir de l'aide et aux autorités des deux parties belligérantes de permettre un accès sans entrave aux populations dans le besoin où qu'elles se trouvent, car nous pensons qu'une partie du problème au Soudan réside dans les obstructions auxquelles nous sommes confrontés de la part des différentes autorités. Il s'agit probablement de l'une des crises de déplacement les plus importantes. Près de 10 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer au cours de l'année écoulée. Et nous parlons d'une crise qui est profondément négligée par la communauté internationale. Un essai clinique révolutionnaire est en cours en Afrique du Sud, marquant un moment décisif dans la lutte contre la tuberculose. Le nouveau vaccin pourrait potentiellement devenir le premier à prévenir la tuberculose pulmonaire chez les adolescents et les adultes, la forme la plus courante de la maladie. Ce serait le premier nouveau vaccin contre la maladie depuis plus d'un siècle. Reportage Zahir Kassim, récit Rosine Munezero. La tuberculose est l'une des maladies les plus meurtrières au monde. Elle est la principale cause de décès des personnes atteintes du VIH, le virus qui cause le sida. Elle tue environ 1,5 million de personnes par an, bien qu'elle soit curable et traitable. En Afrique du Sud, de nombreuses personnes meurent de la tuberculose parce qu'elles n'ont pas été traitées à temps ou n'ont pas continué à prendre les médicaments prescrits. Le nouvel essai du vaccin M72 offre un regain d'optimisme quant à la possibilité de réduire la prévalence de la tuberculose. Nous voulons mettre fin à la tuberculose, mais nous n'avons pas grand-chose, même pas de médicaments développés pour la tuberculose.
Très peu de médicaments ont été développés pour la tuberculose au cours d'une période donnée. Ce vaccin va être d'une grande aide. Dans de nombreuses régions d'Afrique du Sud, les tests sont effectués dans des cliniques mobiles. Le vaccin fonctionne avec les personnes atteintes de tuberculose latente. L'infection est présente dans le corps, mais la personne ne se sent pas malade et ne peut pas propager la maladie. La tuberculose ne devient active que si le système immunitaire s'affaiblit. Elle est donc dangereuse lorsque l'immunité est compromise, comme c'est le cas pour les patients atteints du VIH ou du sida. L'essai du vaccin M72, dirigé par l'Institut de recherche médicale Bill et Melinda Gates et le Wellcome Trust, représente un effort de collaboration impliquant jusqu'à 20 000 participants. L'étude comprend 60 sites dans le monde, dont 32 en Afrique du Sud. Il y a également un avantage épidémiologique car la tuberculose est principalement transmise par des individus qui ont en fait une tuberculose active. Ainsi, en réduisant le nombre total de personnes atteintes de tuberculose active dans une population, en particulier dans une population où la tuberculose est latente, on empêche la transmission de l'infection à d'autres personnes qui ne sont pas déjà infectées et on les protège contre l'infection. Il s'agit du premier vaccin, d'un nouveau vaccin qui a montré une certaine efficacité, c'est-à-dire une protection contre la tuberculose pour les adolescents et les adultes dans les premiers essais cliniques. Nous sommes assez confiants quant à la probabilité d'un résultat positif et nous nous basons sur les résultats de l'étude d'efficacité précédente, la phase 2B, comme nous l'appelons, qui a montré que 50% des personnes, une personne sur deux, ayant reçu le vaccin, devraient être protégées contre la tuberculose. Un taux d'efficacité de 50% permettrait de sauver 8,5 millions de vies et d'éviter 76 millions de nouveaux cas, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les résultats des essais du vaccin seront connus dans 5 ans et s'ils sont concluants, le déploiement du vaccin pourrait commencer en 2030. Il y a un intérêt croissant pour le bruit rose, le bruit brun, le bruit vert, un arc-en-ciel de sons apaisants et leurs effets théoriques sur le sommeil, la concentration et la relaxation. La science est nouvelle, avec seulement quelques petites études jusqu'à présent, mais des milliers de personnes l'ont déjà adopté sur des applications de méditation et YouTube. Davantage avec Dilly Dico. Les applications et les appareils de bruit blanc sont de plus en plus populaires dans la quête d'une bonne nuit de sommeil. Mais aujourd'hui, les dormeurs disposent d'un kaléidoscope d'options sonores. Le bruit blanc est comme un bruit statique. Le bruit brun est plus bas, comme un grondement apaisant. Enfin, le bruit vert se situe entre le bruit blanc et le bruit brun. Les scientifiques ne savent pas quelle est la meilleure couleur. Le docteur Ronel Malkani, chercheur à l'université Northwestern, étudie la science du bruit rose. La raison pour laquelle nous utilisons le bruit rose est que la distribution des fréquences sonores reflète la distribution des fréquences des ondes cérébrales que nous observons lors des tests d'ondes cérébrales dans le cadre d'une étude du sommeil pendant le sommeil lent. Ce que nous essayons de faire avec cette recherche, c'est de stimuler le sommeil lent, qui est une forme de sommeil profond. Le bruit rose reflète les types de fréquences observées à ce stade du sommeil. Ces ondes cérébrales lentes étudiées par le docteur Malkani se produisent pendant le sommeil profond d'une personne, ce qui est essentiel pour une nuit reposante. Ce que nous faisons dans le cadre de notre recherche, c'est émettre des sons d'une manière différente. Les sons que nous émettons sont spécifiquement destinés à améliorer ou à stimuler les ondes lentes du sommeil lent. Pour ce faire, nous émettons de courtes impulsions de bruit rose à des moments précis des ondes lentes. Dans ces petites études, les adultes ont constaté une meilleure mémorisation après avoir dormi avec les impulsions sonores du bruit rose. La recherche est prometteuse pour des bénéfices allant au-delà d'une bonne nuit de sommeil. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X @LinorMoudou.
Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.